Bonjour et bienvenue dans ce Kick Parade numéro 70. Je suis tout seul cette semaine, Swan est toujours en plein déménagement, il n'a toujours pas récupéré son internet, donc je vais faire au mieux pour le remplacer. L'émission sera peut-être un peu plus courte, quoique on ne sait pas parce qu'il y a pas mal de jeux. Je vous propose tout de suite de commencer ce top 10 hebdo avec en 10e position Explorers of the Woodlands, qui est un jeu d'aventure français qui se passe dans un monde fantastique avec des animaux. C'est une espèce de gros jeu d'exploration, d'aventure, de dungeon crawler, mais avec un matériel, on va dire, raisonnable. C'est du maple en bois, c'est de la petite tuile, il n'y a pas de dés spéciaux. Donc ça, c'est assez appréciable. Enfin, c'est ce qu'on avait apprécié quand on en avait parlé en nouveauté. C'est ce côté, on va dire, raisonné du matériel pour un jeu qui a l'air quand même assez cool, quoi, assez rejouable. Et donc bah voilà, ils en sont à 42 000 euros, 1685 contributeurs sont les derniers jours. Et alors pour remercier les backers, il y a une belle surprise. Ils ont débloqué en stretch goal une boîte de rangement. Voilà, interne à la boîte en carton. Donc voilà, donc ça c'est inclus dans les stretch goals. Ce n'est pas en add-on, ce qui est assez cool parce que de plus en plus les éditeurs proposent ça on va dire en extension, en add-on que l'on paye à part, et là c'est offert dans les stretch goals. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'ils sont totalement satisfaits de leur campagne. 9e place, c'est Through Ice and Snow qui en est à 130 000 euros, 1911 contributeurs. Il reste une vingtaine de jours. On en a parlé beaucoup la semaine dernière, surtout Swan qui était vraiment tombé amoureux du projet. D'ailleurs, il l'a backé, le petit coquin. Donc dans Through Ice and Snow, vous allez explorer l'Antarctique, soit en bateau, si vous avez de la chance, sinon en traîneau et au pire à pied. Voilà. Pour trouver des passages pour des routes commerciales. Enfin, cette exploration, c'est fabriqué, enfin créé en partenariat avec l'Institut Inuit du Canada. Donc on retrouve du folklore inuit dans ce jeu. C'est l'air effectivement très très bon. Très très bon. Et donc ben voilà, il fait un beau parcours. Reste 20 jours, à mon avis, on va le revoir. Il va continuer à monter, il n'y a pas de raison parce que le jeu a l'air de plaire énormément. Alors pour Euthia, c'est assez spécial parce que j'ai enregistré l'émission, il était 8ème du classement, et je viens d'apprendre à peine 2 heures avant la mise en ligne de l'émission que la campagne a été annulée. Pourquoi ils ont annulé ? C'est marqué dans les updates qu'ils avaient besoin de 6000 contributeurs pour assurer tout le jeu avec les extensions, le matériel. Et que déjà, alors que la campagne venait de commencer, ils savent qu'ils vont pas atteindre. Là actuellement, juste avant que ça ferme, ils en étaient à 2161 backers. Ils avaient quand même déjà fait quasiment un demi-million d'euros et ils ont préféré arrêter parce que ils étaient persuadés qu'ils n'allaient pas atteindre 6000 contributeurs. Donc ça met en lumière quand même de combien il faut d'argent pour faire ce genre de gros jeu. Alors là on parle d'un gros jeu, il y avait beaucoup de matériel, énormément de matériel. C'était pour résumer un jeu de conquête de territoire avec beaucoup de tuiles qui se retournent. C'était à moitié un jeu d'exploration, énormément de composants, beaucoup de figurines. Et ben voilà, donc déjà 500 000 euros ça ne suffit pas, donc il a fallu quasiment 3 fois plus, donc ça fait du 1 500 000 euros. Alors on est bien conscient que c'est pas uniquement pour la production du jeu, ça doit assurer aussi les frais de la compagnie. Je pense qu'ils doivent compter sur ce genre de jeu pour avoir un peu de liquidité à l'avance. Mais toutes ces campagnes là qui vous baratinent, qu'il leur faut 50 000 euros, voire moins, pour créer des jeux avec beaucoup de composants et des figurines, vous pouvez être sûr que c'est un gros mensonge, parce que là, à 500 000 euros, ils arrêtent les frais pour l'instant. Donc on verra si Euthia revient plus tard. Voilà, moi j'avais pas le temps de refaire un montage complet, de remettre un autre jeu à la place, parce que forcément il lègue sa place à un autre jeu. Je fais juste une rustine sonore, vous me pardonnerez. Et puis voilà, on verra la suite la semaine prochaine. 7ème position, c'est West Nights Beyond the Horizon. Alors ça aussi c'est une extension de West Nights, donc c'est un jeu post-apocalyptique qui prend place en Australie. Là aussi, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Donc dans le jeu de base, vous exploriez le continent australien qui était divisé en 3, puisque un peu le concept, c'est que une multinationale, enfin des méga corporations ont pris le contrôle du pays, ils ont fait des expériences et ça a tout pété. Voilà, c'est on va dire le contexte du jeu. Et là, vous allez évoluer dans cette espèce de no man's land
entre barbares, mutants, technologie déviante. C'est totalement du livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que ce sont des aventures et que vous allez faire au fur et à mesure avec un cahier. Et là donc c'est une extension mais qui se passe sur l'eau, donc vous allez un peu quitter le continent et explorer les îles autour du Pacifique. Ça a l'air très chouette, moi j'en avais beaucoup parlé la semaine dernière parce que ça me faisait penser à Waterworld et ça a l'air vachement cool. En sachant qu'il n'y a pas de VF ni sur la boîte de base ni sur cette extension a fortiori, mais qu'il y a des traductions de fans qui sont faites sur la première boîte. Donc voilà, donc il est tout à fait possible de télécharger des traductions françaises qui apparemment sont de bonne qualité et de vous plonger dans ce monde de West Knights. Il en est à 156 000 €, 2382 contributeurs. Il reste 13 jours. Moi, très honnêtement, je suis bien tenté. Je suis bien tenté par cette extension qui semble être un stand-alone. Apparemment, il n'y a pas besoin de la boîte de base pour continuer. Parce que le monde m'excite énormément. Je trouve la direction artistique grandiose. J'adore ce genre d'univers. Ça m'excite. Voilà. Allez, 6e position, très rapidement parce que c'est la 3e fois que l'on parle, c'est Autobahn, donc la gestion des autoroutes allemandes, les autoroutes teutonnes. 150 000 €, 3068 contributeurs, ce sont les derniers jours, il aura très bien marché. Ça détonne un peu parce que c'est vrai qu'on voit plus maintenant dans le top 10 des gros jeux narratifs, des gros jeux d'aventure, et les purs jeux de gestion, il y en a un peu moins. Mais voilà, en tout cas, celui-là, il marche. Ce sont les derniers jours de sa campagne. Et alors, le suivant, c'est une entrée. Donc, en 5e position directement, c'est Ra, et c'est sur Gamefound. Alors, Ra, c'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu déjà qui a quelques années, mais qui fait peau neuve pour cette nouvelle édition sur Gamefound. Alors, apparemment, les règles ne changent pas, mais ça a été totalement recustomisé au niveau du matériel. Ils ont fait un peu basculer ce classique dans les jeux modernes, on va dire. Donc c'est un jeu qui n'a rien à voir avec le rongeur, hein, n'est-ce pas? C'est un jeu sur l'Égypte antique, et donc là c'est un jeu d'enchères. Donc il va falloir récupérer des tuiles sur une espèce de marché commun. Vous allez faire des enchères, vous allez récupérer les tuiles, et il y a plein de tuiles avec plein de fonctions différentes, et selon la fonction, l'image sur la tuile, ça va vous débloquer des points. Voilà, vous avez un tableau personnel avec des multiplicateurs selon la nature de la tuile. Et donc, soit vous enchérissez pour prendre ce qui vous plaît, soit vous laissez à l'autre si ça vous plaît pas. Vous avez aussi des catastrophes. Donc, dans l'eau, il peut y avoir des tuiles négatives. Vous avez aussi l'intervention des dieux, hein, vu le titre du jeu, qui va vous permettre d'avoir des bonus. Donc voilà, on est typiquement dans du jeu d'enchères, dans un contexte qui est assez visité par le jeu de plateau, hein, l'Égypte antique, c'est très à la mode. Donc lui, il en est à 215 000 €, 3086 backers, et il reste longtemps, il reste 20 jours. 4e position, c'est Uprising, c'est la plus grosse progression de la semaine, il me semble, c'est 4 places de plus, 512 000 €, il a passé donc le demi-million d'euros, 3493 backers, et il reste que quelques jours, ça s'arrête ce week-end. Donc Uprising, c'est pareil, hein, c'est un peu comme Thia, c'est un jeu d'exploration, d'aventure, mais surtout, hein, là on est plus dans la conquête de territoire du coup. Vous allez pouvoir retourner les tuiles, derrière il y a des lieux, vous allez pouvoir construire des bâtiments, vous allez pouvoir améliorer même, littéralement, puisque vous avez des figurines de bâtiments que vous pouvez juxtaposer pour mettre des murs, des tours, des choses comme ça. Donc c'est pareil, c'est du gros jeu avec beaucoup de matériel. Et donc voilà, donc il est 4e du top 10 pour l'instant. Alors avant de passer au top 3, eh bien on va faire un détour vers la sélection de nouveautés. Donc du coup c'est la mienne, il n'y a pas celle de Swan. Alors je vais commencer par Avalonia, qui est actuellement sur Kickstarter, qui reste 15 jours, il en est à 25 000 €, il a un peu du mal à décoller, et je peux comprendre pourquoi. Alors Avalonia, c'est pareil, un monde, alors ils disent post-apocalyptique, moi je trouve que c'est plus un monde fantastique, parce que le postulat, c'est on est dans le monde du roi Arthur, et le roi Arthur est tombé fou, donc c'est évidemment en lien total avec Avalon, qui est, je crois, un lieu ou une île dans laquelle s'est retiré le roi Arthur après sa dernière bataille, il me semble de souvenir de la légende arthurienne. Si vous êtes pro des légendes arthuriennes, donnez-nous des précisions là-dessus.
mais il me semble que c'est ça. Donc là, on va combattre les forces d'un roi Arthur qui a muté, en fait, qui est une espèce de demi-dieu un peu Lovecraftien, et on va prendre possession de clans qui sont très asymétriques, dans un monde totalement dévasté et peuplé de monstres. Alors c'est un jeu de Hong Kong. Alors je dis ça, ça a son importance, parce que on voit que la légende arthurienne, là, est totalement mais twisté. On est entre le jeu post-apo, le jeu horrifique. C'est quand même assez horrifique. Pour preuve, vous allez récolter du sang. Ça va être votre argent, votre ressource, dans des espèces de monstres que vous allez croiser sur le plateau. Donc c'est très curieux, c'est assez dark. Il y a un peu cette approche des mythes européens, mais alors totalement décomplexé. Je pense que voilà, c'est pour ça que ça ne pouvait être fait que par des Asiatiques finalement, parce qu'ils ont une espèce de recul là-dessus. Je pense qu'aucun éditeur ou aucun auteur de jeux européens n'aurait pu imaginer déformer la légende arthurienne comme ça, quoi. C'est assez surprenant. Le look pareil, la look des monstres, ils sont complètement distordus, très bizarres. Moi-même, je ne sais pas si je trouve ça chouette ou pas, j'en sais rien, c'est autre. Il y a aussi de la mécanique, c'est-à-dire vous avez des bagnoles, vous avez des tanks, donc c'est une espèce de mélange très très bizarre, une espèce alors, si on veut être cynique, on dira une bouillie. Si on est optimiste, on dira une compote, voilà, de plein de styles, de plein d'influences. Et donc voilà, donc c'est très, très curieux. Et donc c'est de la prise de territoire, hein, de la gestion de ressources. Et c'est du wargame. Voilà. On peut dire que c'est du wargame. Et donc voilà, donc il démarre doucement, mais je peux comprendre parce que l'univers, je trouve, est très perturbant, quoi. C'est très perturbant, direction artistique très, très, très surprenante. Donc voilà, à voir. On va enchaîner. Alors c'est un peu, on peut faire un lien avec Avalonia, c'est pour ça que je l'ai mis juste derrière. C'est Creators of the First Dawn, c'est sur Kickstarter aussi. 1282 €, il en est à 24 contributeurs, reste 18 jours. Donc c'est pareil, il démarre très très doucement, mais je peux comprendre pourquoi. Alors là on est dans un... Alors c'est très compliqué, le concept. Apparemment on est avant la création du monde. Ce sont des esprits qui se font la guerre dans une espèce de monde parallèle. Bon c'est un peu... bon voilà, j'ai pas tout compris. Enfin bref, c'est de la prise de territoire, c'est pareil. Alors là ce qui est surprenant, c'est le matériel. Très très surprenant, c'est hyper baroque. Vous pouvez construire des cités, il y a des tuiles de terrain, mais alors hyper texturées. Limite, je trouve que c'est très perturbant pour la lecture du jeu, hein. Il y a des photos où tout est mis sur le plateau. C'est vraiment une espèce de feu d'artifice, de texture et de couleur. Je trouve ça très bordélique. Après, ça peut plaire, hein. Il y a un gros effort qui est fait sur les tuiles de terrain. Donc c'est original, voilà. Et donc vous allez prendre possession de clans, donc c'est des clans un peu représentés par des espèces d'animaux fantastiques. Alors c'est pareil, les sculptures des figurines, je sais pas trop quoi en penser, c'est très bizarre. Donc ça fait partie de ces projets étranges qu'il y a parfois sur Kickstarter. Bah ils démarrent pas bien quoi, 24 contributeurs forcément, je pense que c'est un peu fucked up quoi. Un peu fucked up pour les gens. Voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletopia si ça vous branche. C'est un premier projet, donc voilà. Donc vous pouvez être en coopératif ou en compétitif. Allez, on enchaîne avec un plus classique. C'est The Flood. The Flood, il en a 74 000 €, 730 contributeurs, grosse campagne d'un mois. Alors dans The Flood, eh ben, on vous propose tout simplement d'incarner Noé et de construire votre arche afin de sauver les êtres vivants de la Terre qui va être bientôt immergée par le déluge. Donc c'est un peu connu comme histoire. C'est un plateau circulaire sur lequel vous allez gérer vos ressources afin de construire votre arche. Vous allez être en compétition avec d'autres joueurs et vous avez toute la gestion du déluge qui arrive petit à petit et qui va noyer les terres, hein, et qui va vous restreindre dans votre quête de ressources et qui va apporter évidemment une espèce de course contre la montre pour finir votre arche et donc le jeu. Moi ça me rappelle énormément un jeu que j'ai d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Atlantis Rising, qui ne parlait pas de l'arche de Noé, mais qui parlait de l'Atlantide. Il fallait construire une porte dimensionnelle pour faire échapper les habitants de l'Atlantide vers des contrées qui n'allaient pas être ravagées par le déluge. Et donc je trouve qu'on est vraiment dans le même principe, sauf que je trouvais que Atlantis Rising était un peu plus original parce qu'on avait ce plateau en puzzle, en étoile, que l'on retournait petit à petit et qui était inondé. Le matériel était super beau, c'était des illustrations de Vincent Dutray qui étaient superbes. Donc voilà, je trouve que c'est un Atlantis Rising un peu moins réussi artistiquement. Après au niveau du gameplay, il faut essayer. Il faut savoir qu'il y a une VF pour ce jeu. C'est un premier projet et vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator.
Et pour finir les nouveautés de la semaine, je vais aborder un jeu de rôle. Vous savez qu'on met plus les jeux de rôle dans le top 10, mais on en parle de temps en temps dans les nouveautés. Alors si on avait continué à mettre les jeux de rôle dans le top 10, eh bien ce serait le numéro 1 cette semaine. Parce qu'il a passé le 1 000 000 d'euros de recettes et il frôle avec les 10 000 contributeurs. Donc ce jeu de rôle, c'est l'adaptation de Blade Runner, le classique de Ridley Scott qui était sorti en 1982, chef-d'œuvre absolu du néo-noir futuriste, film culte qui a évidemment inspiré des centaines de publicités, des dizaines de films, des romans. Enfin, ça a été vraiment une claque visuelle qui a imprégné les années 80, 90 et jusqu'à 2000. Le film continue à inspirer les auteurs. Donc voilà, donc Blade Runner, le jeu de rôle, et c'est fabriqué par Free League. Ils s'étaient déjà attaqué à un autre classique de Ridley Scott qui était Alien. Ils reprennent d'ailleurs un peu le système. Il y a toute cette direction artistique que Free League calque sur tous ces jeux de rôle qu'ils ont fait aussi One Ring, le Seigneur des Anneaux, ils en ont fait d'autres. Donc c'est un excellent éditeur de jeux de rôle, c'est un des plus gros actuellement, ils ont des projets gigantesques. Et donc il y a toujours cette patte artistique un petit peu diffuse, sombre, que moi je trouve très belle et qui est parfaitement adaptée à Blade Runner du coup. Voilà, comme elle était parfaitement adaptée à Alien. Et donc je suis assez curieux, moi je vais attendre, parce que normalement, on touche du bois, mais normalement, l'éditeur français Arkham Asylum traduit les ouvrages de Free League, donc il s'occupe très bien de la gamme de Alien, donc j'espère voir dans les prochains mois ou la fin de l'année, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais le core book de Blade Runner en version française. En tout cas, si vous prenez la version Kickstarter là sur via Free League en VO, évidemment vous avez plein de trucs en plus, vous avez une carte de Los Angeles, vous avez des fiches de personnages, vous avez plein de trucs. Si vous êtes fan de Blade Runner, évidemment la collectionnite va vous titiller pour backer directement en VO sur Kickstarter, mais ça a l'air chouette. En tout cas, je suis curieux de savoir comment ça va jouer, parce que c'est un peu comme Alien. Alien, quand c'était sorti, il y avait un peu des doutes sur alors les scénarios, à part combattre des aliens, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, on s'est rendu compte que le monde d'Alien était gigantesque et qu'on pouvait très bien se passer d'Alien dans les scénarios. Blade Runner, qu'est-ce qu'on va faire à part poursuivre des réplicants? Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je veux dire, le monde de Blade Runner, ce Los Angeles tentaculaire, cyberpunk dépressif, ruisselant, puant, je pense qu'on peut faire plein d'autres choses que de poursuivre des réplicants. Il y a plein de trucs à faire. On est dans du polar, donc c'est du polar futuriste avec une ambiance de film noir des années 40. C'était ça, c'était le film. Moins le livre apparemment, mais le film en tout cas c'était ça. Et donc je pense qu'il y a matière vraiment à inventer plein d'histoires, plein d'embranchements. Je suis très curieux de mettre la main sur ce bouquin, mais je vais être patient, je vais attendre la VF pour voir un peu comment ils ont traité Blade Runner. En tout cas, je suis même curieux que ça n'ait pas été fait avant, parce que c'est vraiment un monde parfaitement adapté au jeu de rôle pour moi. Eh bien, ça clôt nos nouveautés, puis on va se retrouver pour le top 3 de la semaine. Alors en top 3, ce sont les derniers jours de DC Deck Building Game 10th Anniversary, donc le deck building de DC Comics. Il a passé la barre des 4000 contributeurs, 672 000 €, donc c'est un très très beau succès. Ils n'ont pas raté leur 10e anniversaire, et ça s'arrête là, ça s'arrête dans quelques jours, enfin au milieu de semaine prochaine. Donc voilà, on ne retrouvera pas la semaine suivante. Deuxième position, c'est Warfares of the South Tigris. On en avait parlé la semaine dernière, parce qu'il était rentré directement dans le top 10. Là, il gagne encore 3 places, donc c'est vraiment un énorme carton. Donc c'est pas vraiment étonnant, parce que c'est le nouveau jeu de Shem Phillips, qui est l'auteur de Vicomte, que je sais plus comment ça s'appelle, les architectes de la mer du Nord, je crois que ça s'appelle. Vous me direz si j'ai tort ou pas. Donc c'est toute une saga de jeux qui ont la même direction artistique, c'est un peu dans le même mood. Et donc là, on est en Orient avec Wayfarers. On est en Orient et ça ouvre apparemment une nouvelle saga. Ils vont en faire 3 des jeux dans ce monde. Et ça a l'air très réussi. On regrette toujours, on l'avait dit la semaine dernière, que la page n'est pas vraiment très excitante, mais enfin, apparemment les gens s'en foutent. Donc le jeu, ça n'empêche pas le jeu de cartonner. Il en a 280 000 €, 4673 contributeurs, et il reste quelques jours avant la fin de la campagne. Ça va sortir en France en boutique, donc je pense que c'est pas la peine que vous vouliez les exclusivités Kickstarter. Je sais qu'il y a des cartes promo qui sont sur la page, mais bon, ça vaut le coup de payer, d'avoir le jeu en VO, payer la TVA, les frais de port juste pour avoir quelques cartes promo. Je ne suis pas sûr, mais bon, on va le retrouver sur les étagères des boutiques. Et enfin, numéro 1 de ce Kick Parade, ça n'a pas changé, c'est Sleeping Gods, qui fait une dernière ligne droite absolument prodigieuse, puisqu'il en est à
1 500 000 € et il frôle les 11 000 backers, les 11 000 contributeurs. Il s'arrête début de semaine prochaine. Donc c'est un énorme carton pour une extension. Faut le rappeler, c'est une extension de Sleeping Gods. Bon, enfin une extension, c'est un standalone aussi. Et donc voilà, ça prouve que la marque Sleeping Gods a énormément pris sur les joueurs et que je pense qu'on va le revoir. On va le revoir bientôt. Il va nous refaire quelque chose. Alors là, ils ont débloqué une petite extension qui s'appelle Thunderstorm Isle. C'est une petite île pour un complément d'aventure. Si vous en vouliez encore, vous en avez encore. Là, ce genre de campagne, quand ça fait 10 000 contributeurs, 1 500 000 €, alors il n'y a pas de VF pour l'instant. Mais là, ça vaut vraiment le coup de faire de backer parce qu'il débloque tellement de choses que la boîte, elle est vraiment très très fournie, quoi. On attend toujours la VF, on en a parlé, Swan en a parlé qu'il y avait des problèmes de traduction chez Lucky Duck Games pour le premier Sleeping Gods. Donc on verra bien si il s'attelle à ce Distant Skies, à cette extension. Eh bien, nous avons fait le tour de ce top 10 et des nouveautés de la semaine. Voilà, l'émission est un peu plus courte parce que forcément, on ne se répond pas avec Swan. J'espère qu'il aura internet cette semaine prochaine, parce que je vais pas continuer à faire l'émission tout seul comme ça indéfiniment. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Mettez des pouces bleus si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche si vous voulez avoir les notifications. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!